On passe maintenant à la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour, Hélène. Revue de presse qui sera consacrée pour l'essentiel à la rupture des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. La décision de Riyad est présentée comme une réponse aux violences qui ont gagné Téhéran et notamment l'attaque de l'ambassade saoudienne après l'exécution du cheikh chiite Al-Nimr par l'Arabie Saoudite. Des violences que le président iranien Hassan Rouhani a dénoncées, les déclarant totalement injustifiables et relevant d'une insulte à l'Iran lui-même. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a quant à lui déclaré que le sang de ce martyr, le cheikh Al-Nimr, portera ses fruits et que la main divine le vengera des dirigeants saoudiens. Je le cite, une déclaration qu'on retrouve à la une ce matin du Tehran Times qui montre, on le voit, des manifestants rassemblés dans la capitale ce week-end. Pourquoi les Iraniens réagissent-ils avec tant de colère à l'exécution de cet opposant? D'après le quotidien saoudien Sharq al-Awsat, ce serait parce que le cheikh Al-Nimr aurait préféré son appartenance sectaire, le chiisme, à sa nation, l'Arabie saoudite. Une preuve de déloyauté qui l'aurait conduit notamment à se réjouir de la mort du prince Naïef en 2012 et à appeler l'Est du pays à faire sécession un an auparavant. Pour le Libanais As-Safir, plutôt proche de l'Iran, le cheikh Al-Nimr est mort en martyr et la décision de l'Arabie saoudite de l'exécuter va la plonger à présent dans l'œil du cyclone, je cite. Et cette dégradation des relations entre le royaume saoudien et l'Iran inquiète la presse étrangère. Au Liban, toujours, L'Orient le Jour évoque la phase 2 de la guerre froide qui oppose les deux pays, mais pas seulement, puisque le journal rappelle que des manifestations ont également eu lieu au Liban, justement, mais aussi en Irak, au Yémen, à Bahreïn, ainsi qu'au Pakistan et au Cachemire indien. Dans le dessin de Martin Rawson, publié par The Guardian, le conflit prend des allures de guerre des étoiles. L'Arabie saoudite, on le voit, porte un coup à Ali Khamenei, accusé lui-même d'exécuter des dizaines d'opposants, ces petits personnages que l'on voit pendus à son habit. Le spectacle se déroule sous l'œil horrifié de Barack Obama et David Cameron, représentés en tout petit en bas en train de se couvrir la bouche et de se boucher les oreilles. Guerre irano-saoudite, s'interroge le dessin de Willem dans Libération. Allah est grand, déclarent les uns. Allah est le plus grand, répondent les autres. Face au match sanglant qui oppose Riyad à Téhéran par Yémen et Syrie interposés, le verdict de Cal dans The Economist est assez fataliste. Combien de temps ce combat va-t-il durer, demande un spectateur. Seulement 14 ou 15 siècles, lui répond un autre. La presse française s'inquiète notamment des répercussions de ce conflit dans la lutte contre l'organisation de l'État islamique. En voyant dos à dos Téhéran et Riyad, Le Figaro s'interroge avec de tels acolytes, je cite, tels que donc l'Arabie saoudite, que défend-on face à Daesh? Tandis que l'organisation nous livre une guerre de civilisation, l'Arabie sunnite ne semble motivée que par sa guerre de religion contre l'islam chiite, écrit le journal, qui prévient que la cohérence conditionne l'efficacité d'une coalition et que même quand une guerre nous est imposée, nous gardons le choix de nos alliés. Le pétrole et les contrats commerciaux ne sauraient nous aveugler sur la vraie nature du partenaire saoudien, estime Le Figaro, qui rappelle que son prochain projet serait de crucifier le neveu du cheikh Al-Nimr. Les pays occidentaux doivent déployer leurs efforts pour empêcher l'embrasement, juge La Croix. D'abord parce qu'ils sont déjà impliqués, notamment en Irak et en Syrie. Ensuite parce que la tension sunnite-chiite s'étend progressivement à travers tout le monde musulman, notamment en Afrique. Et enfin parce que la tourmente au Moyen-Orient a des répercussions jusque sur leur sol, comme nous montrent les attentats de 2015 à Paris. La Croix estime que la France doit favoriser le dialogue entre Riyad et Téhéran, y compris par l'entremise de l'Union européenne qui est jugée plus neutre. Et malgré ces dissensions, certains veulent croire que l'année 2016 sera l'année de la fin de l'organisation de l'État islamique. C'est le pronostic, en tout cas, auquel se risque The Wall Street Journal, qui pense que le groupe pourrait ne pas profiter autant qu'il le souhaite du chaos actuel au Moyen-Orient, comme le prouverait sa récente défaite à Ramadi en Irak, et qu'il n'est pas encore trop tard non plus pour que les grandes puissances élaborent un plan qui leur permette d'en venir à bout. La menace que constitue le groupe djihadiste sera-t-elle aussi considérable dans un an? Il est évidemment très difficile de le dire. Ce qui ne fait pas de doute, c'est qu'un an après le massacre qui a endeuillé sa rédaction, Charlie Hebdo, lui, est toujours debout. Charlie Hebdo a été décimé, mais on est toujours là, rappelle la dessinatrice rescapée Coco dans le journal belge Le Soir. On continue à rire de tout parce que c'est notre métier, dit-elle. Coco, les autres survivants et les nouveaux de Charlie Hebdo qui ont préparé pour cette semaine
Un numéro spécial qui est tiré à 1 million d'exemplaires d'après Le Monde. À la une, on le voit, un dieu barbu armé d'une kalachnikov, la robe ensanglantée et ce titre. 1 an après, l'assassin court toujours. À lire mercredi dans les kiosques. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.